moi, je vais m'en tenir en fait au titre de la conférence qui est la véritable histoire de Daesh. Et en fait, pour comprendre l'origine de Daesh et son rôle, il faut revenir au XVIIIe siècle. Parce qu'en fait, Daesh est clairement ce que j'ai appelé le dernier avatar du wahhabisme. Alors, mon idée est la suivante, c'est que le wahhabisme est un outil, était au départ un outil de conquête. Il était au départ un outil de conquête et aujourd'hui avec Daesh, il est encore à nouveau un outil de conquête. Alors mon propos ne va pas être théologique, il va être purement historique. Factuel. Parce que dans mon ouvrage, j'ai abordé le wahhabisme d'un point de vue historique, eschatologique et géopolitique. Dans un article que j'ai écrit il y a quelques semaines, enfin peut-être même plus d'un mois, qui s'appelle La vérité sur le wahhabisme, j'ai abordé le wahhabisme d'un point de vue théologique, en me fondant sur les savants de l'époque qui ont jugé, condamné Mohammed ibn Abdul Wahhab. Mais aujourd'hui, je vais essayer de vous faire comprendre l'essence et la finalité de Daesh. Alors, revenons au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle émerge Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui est le fils ce qu'on appelle un qadi, un juge dans la région centrale de l'Arabie, qu'on appelle le Najd. Et ce Mohammed ibn Abdul Wahhab va élaborer une idéologie qui en fait va inaugurer ce qu'on appelle aujourd'hui le takfirisme, c'est-à-dire qu'il va condamner tous les musulmans de la péninsule arabique et même au-delà, et va les traiter d'associationnistes, d'impies, de mécréants. Pourquoi ? Parce que à cette époque-là, il y avait une coutume qui était déjà ancienne, c'était de se rendre auprès des tombeaux des saints et de leur demander leur intercession. Alors à partir de là, il va écrire des lettres qu'il va envoyer à des musulmans, des chefs de tribus, etc., où il va condamner très vivement les musulmans et en réalité, il va constituer une secte, plus tard avec les Saouds, qui va exclure tous les musulmans de l'islam, c'est-à-dire qu'il va se présenter comme un revivificateur de l'islam, et va excommunier en fait tous les musulmans qui ne le rejoignent pas. Donc à partir de là, à partir de son association dans les années 1740 avec les Saouds, s'ensuivent toute une série de conquêtes, de guerres extrêmement violentes où on tue hommes, femmes, enfants, femmes Chameaux, enceintes, chèvres, tout. tout y passe, et ils vont aussi détruire les tombeaux des compagnons du prophète, ils vont aussi piller le tombeau du prophète, massacrer à peu près entre 2000 et 5000 personnes à Kerbala en Irak en 1800-1802. Et à partir de là va s'établir le premier royaume saoudite. Donc je vous passe les détails, il y a eu un premier royaume saoudite qui s'étend du 18e au 19e siècle, puis un deuxième au cours du 19e siècle, puis un troisième royaume saoudite qui va s'établir en 1932. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le dernier royaume saoudite que l'on connaît actuellement va s'établir non sans le concours et l'aide, l'appui des Britanniques durant et après la Première Guerre mondiale. Il faut savoir qu'après la Première Guerre mondiale, les Saouds, eux, donc les Saoudo-Wahhabites, étaient retranchés au Koweït, et ceux qui contrôlaient la région centrale de l'Arabie étaient la puissante tribu des Rachides, qui était soutenue par les Ottomans à l'époque. Donc les Britanniques vont soutenir les Wahhabites au détriment, dans un premier temps, des Rachides, puis des Hachemites qui étaient les gardiens des lieux sacrés, la Mecque et Médine. Les Hachemites étant les actuels rois de Jordanie. Oui, voilà, ils ont été chassés, ils se sont retrouvés en Jordanie. Donc dès le départ, le wahhabisme était un outil véritablement de conquête extrêmement efficace. D'ailleurs, le moufti de la Mecque du 19e siècle, Zaini Dahlan, écrit dans un livre qui s'appelle Les Perles. Donc, il rapporte déjà toutes
les condamnations des savants contemporains d'Ibn Abdul Wahhab et les suivants. Et il explique ceci, il explique que Saoud, à l'époque de Mohammed ibn Abdul Wahhab, va utiliser cette idéologie, le wahhabisme, comme un instrument de conquête extrêmement efficace. Ça a été véritablement efficace pour, d'un côté, constituer un noyau dur de bédouins, parce que les villes étant tenues par les grands savants, le wahhabisme avait du mal à pénétrer, à y pénétrer, et c'est plus tard au XIXe siècle que les réformistes, plus intellectuels, plus dialecticiens, plus raffinés, vont réussir à pénétrer les grandes villes pour subvertir l'islam de l'intérieur. Donc cet outil de conquête va définitivement mettre sur le trône les Saouds à partir de 1924-25. En 1924, les Saouds conquièrent Médine puis la Mecque, et Abdelaziz ibn Saoud devient roi de la péninsule arabique, et c'est là qu'en 1932 que l'Arabie va porter le nom d'Arabie saoudite. Alors maintenant je vais en venir à Daesh. Daesh, lorsqu'on l'a vu émerger début 2014, mais Daesh existait déjà avant. Avant, c'était l'État islamique en Irak. Puis c'est devenu Dawlat al-Islamiyya fil Iraq wa Sham, c'est-à-dire l'État de l'islam en Irak et dans le Sham, c'est-à-dire le Levant. À partir de là, il a utilisé cette doctrine, cette idéologie pour conquérir, et dans un premier temps conquérir, mais éliminer les concurrents. Les principaux concurrents de Daesh à cette époque-là, déjà on est en 2012-2013, était l'ASL, l'armée syrienne libre. L'armée syrienne libre, qui sont les premiers à avoir déclenché la guerre civile en Syrie, et qui sont une émanation des frères musulmans. Ça, faut que ça soit clair. Et l'opposition, pour suivre le propos de Jean-Michel Vernochet, l'opposition de l'ASL et de Daesh peut être assimilée à la lutte entre les mencheviks et les bolcheviks, pour ceux qui ont une petite idée de l'histoire de la révolution russe. Mais ce qui va nous intéresser ici, ce n'est pas la façade de Daesh, parce qu'en réalité, le wahhabisme n'est qu'un outil de Daesh, mais ce qu'on pourrait appeler l'état profond de Daesh. Alors là, c'est très très intéressant, parce qu'on a eu un article du journal d'investigation allemand qui s'appelle Der Spiegel, datant d'avril 2014, qui nous révèle des choses tout à fait étonnantes. On avait déjà des informations par des sources diverses et variées, mais aussi informelles, qui nous expliquent la chose suivante. L'État islamique, dit Daesh, a été fondé par des anciens du service de renseignement du parti Baas sous Saddam Hussein. Celui qui va organiser Daesh de l'intérieur est un ancien colonel de l'armée de l'air de Saddam Hussein qui était dans les services de renseignement, qui avait pour surnom, parce qu'il avait plusieurs noms, Haji Bakr. Alors faut revenir là en 2003. On revient en 2003, après la guerre d'Irak, lorsque l'État irakien est démantelé, le parti Baas est démantelé. On a les hauts gradés de l'ancienne armée de Saddam Hussein, notamment donc ses colonels, ses généraux des renseignements irakiens, qui se retrouvent sans emploi. Et dès 2003, ils vont entrer en clandestinité. Entre 2003 et 2006, plusieurs d'entre eux, dont Haji Bakr, va entrer en contact avec des membres, et d'ailleurs des dirigeants d'Al-Qaïda à l'époque, et vont commencer à constituer une sorte de rébellion anti-américaine assez étrange, qui va mêler militaires irakiens aux membres des services de renseignement irakiens, membres d'Al-Qaïda et autres terroristes. Et cette
c'est entre 2006 et 2008, lorsque ce Haji Bakr et d'autres du renseignement irakien sont dans les prisons, et une en particulier au sud de l'Irak, des prisons américaines, qu'ils vont véritablement constituer le futur Daesh. Alors, on a plusieurs témoignages, on a un ancien gardien de prison américain, on a un ancien de Daesh qui témoigne et qui nous explique que c'est à ce moment-là que les Haji Bakr et compagnie vont recruter les futurs membres au cadre, en tout cas la vitrine de ce qui deviendra Daesh plus tard. Alors, il va y avoir un véritable tournant, c'est entre 2012 et 2013, lorsque ce Haji Bakr va émigrer donc d'Irak vers la Syrie et va commencer à organiser le Daesh qu'on connaît actuellement. Parce qu'à l'époque, le Daesh, enfin pas Daesh, mais l'État islamique en Irak était une organisation assez informelle, à la Al-Qaïda et compagnie, peu structurée. Mais à partir de 2012-2013, Haji Bakr va organiser Daesh, en tout cas sur le papier, comme un véritable État. Et avec un État dans l'État, une structure extrêmement bien huilée d'espionnage, donc d'espionnage externe. Donc on va envoyer des espions en Syrie, surtout en Syrie, pour déceler les futurs candidats potentiels, les failles qui existent dans la société syrienne, recruter, et ainsi de suite. Et il va aussi organiser l'État, le futur État islamique, comme une sorte d'organisation où les différents chefs vont s'espionner les uns les autres. Un peu comme sous l'État de Saddam Hussein qui suivait le modèle soviétique. Bien sûr. Le modèle du KGB. Oui, bien sûr. Alors, maintenant... Enfin, bon, ça n'a rien à voir avec tout à fait... Excusez-moi, avec mon propos, je me plaçais à un plan plus global. Mais techniquement et pratiquement, ça s'est passé comme ça. La Syrie, l'armée syrienne est organisée sur le modèle soviétique, l'armée irakienne également. Et j'ajouterais peut-être que même les réseaux de résistance clandestins ont été installés en Irak avant même la chute du régime en 2003, au printemps 2003. Merci Jean-Michel. Je vais poursuivre et je vais vous citer juste un petit passage de Der Spiegel qui parle de l'organisation interne, parce qu'il faudrait une conférence entière pour parler de l'organisation interne de Daesh, tellement c'est complexe et bien huilé. Il faut bien comprendre qu'on a affaire à de très grands professionnels de l'espionnage, du contre-espionnage et de l'organisation étatique. Ce Haji Bakr, c'est pas un jeune de banlieue récemment salafisé comme on dit, c'est un homme de 60 ans, très mûr, avec une très très lourde expérience, et tous ceux qui vont l'accompagner, donc entre 40 et 50 anciens hauts fonctionnaires irakiens, sont tous des militaires chevronnés. Alors, le Der Spiegel nous dit: au sein de l'EI, on trouve des structures, une bureaucratie et des autorités étatiques. Mais on trouve aussi une structure de commandement parallèle. Donc c'est ce que je disais, un État dans l'État. Des unités d'élite à côté des troupes classiques. Des commandants supplémentaires à côté du chef militaire en titre, Omar al-Shishani. Des éminences grises qui déplacent ou éloignent les émirs des villes ou des provinces et les font même disparaître à la demande. Ce qu'explique le journal Der Spiegel, c'est que le wahhabisme, qui est présenté comme l'islam aux yeux du grand public occidental, n'est qu'un outil pour les véritables dirigeants. D'ailleurs, il nous explique que c'est en 2010 que al-Baghdadi a été recruté par Haji Bakr et compagnie. Alors, malheureusement, ce que ne nous dit pas le Der Spiegel, c'est d'où vient l'argent. C'est d'accord, un État extrêmement bien organisé, avec des hommes, des moyens, des hauts dirigeants qui passent par les prisons américaines et qui en ressortent par magie, on ne sait pas pourquoi, et qui immédiatement vont organiser l'État dit islamique, Daesh. Ça paraît quand même étrange. Alors là, on a eu quand même ces derniers mois des informations assez intéressantes. Alors,
il y a plusieurs choses. Il y a eu, ce dont j'avais parlé déjà l'année dernière, des largages accidentels d'armes par les Américains et les Britanniques. Or, parce que il faut bien dire, souligner que les Américains l'ont admis, ils se sont même excusés. Mais le chef du renseignement iranien nous expliquait que selon leurs sources, donc ça va recouper, selon leurs sources, des avions américains chargés d'armes, de munitions, etc., atterrissaient dans des aéroports contrôlés par Daesh. Et non pas par l'armée syrienne libre. Oui, bien sûr. Voilà. Ça, c'est encore autre chose. Les largages étaient normalement destinés à l'ASL. Mais en réalité, non. Parce que les avions atterrissaient, ils ne larguaient pas accidentellement. Ils atterrissaient et livraient les armes dans des aéroports contrôlés par Daesh. Ça, c'est la première chose. On a eu une autre source, plus ou moins sérieuse, puisqu'il s'agit quand même du président de la Fédération russe, Vladimir Poutine, qui nous expliquait récemment que 50 États et organisations, dont des membres du G20, financent Daesh. D'accord ? Autre élément qui nous viennent des services de renseignement via satellite, donc qui nous viennent des Russes et qui n'ont pas été démentis, bizarrement, qui n'ont pas été démentis parce que les Américains ont dû suivre les Russes là-dessus, c'est que, comme tout le monde le sait aujourd'hui, Daesh vendait du pétrole à plusieurs États, j'y reviendrai, via la Turquie. Ça, maintenant, c'est connu. Et ce qui est intéressant... Donne le nom des États, il y a l'Italie, mais il y en a d'autres. Oui, alors ce qui est intéressant, je vais en donner un qui m'intéresse en particulier, que 70% du pétrole vendu par Daesh via la Turquie allait où ? En Israël. C'est pas bien de dire des choses pareilles. Mais c'est... voilà. Et je dis ça comme ça. Non. Alors... tu dis ça comme ça. Comme ça, oui. Alors... le pire, c'est que c'est vrai. Ce qui m'amène à la suite de mon développement, c'est à quoi sert Daesh. Alors, je vais commencer par une citation du général Wesley Clark, qui a été le commandant suprême de l'OTAN en Europe, et qui nous expliquait, donc sur CNN quand même, en février 2015, que Daesh a été créé à l'initiative, donc je cite, de nos amis et alliés pour éliminer le Hezbollah. Leave that kind of fuzzy on this, but we need the authorization to follow the leads, put the troops in, and play this. Look, ISIS got started through funding from our friends and allies, because as people will tell you in the region, if you want somebody who will fight to the death against Hezbollah, you don't put out a recruiting poster and say, you know, sign up for us, we're going to make a better world. You go after zealots, and you go after these religious fundamentalists. That's who fights Hezbollah. D'accord. Donc on peut très vite comprendre. Nos amis et alliés, c'est-à-dire Israël. Israël, parce que Moi, je pensais à l'Arabie Saoudite. Non. Alors, bon, maintenant. On n'est pas obligé de tout savoir. Maintenant, on va en venir à l'utilité de Daesh. Pour le comprendre, il faut revenir en 1982. J'ai déjà parlé de ce plan, mais j'en reparle à chaque fois parce que c'est très important de le comprendre. En 1982, un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères israélien, Oded Yenon, établit un plan qui s'appelle la stratégie pour Israël dans les années 1980. Ce plan consistait à faire éclater les pays musulmans, le monde musulman, du Maroc au Pakistan, en s'appuyant sur des conflits ou des conflits artificiels ethno-confessionnels. Alors, donc je ne vais pas vous... il y a un exemplaire là-haut du plan Yodedine. Un seul. Alors, mais battez-vous. Dans mon livre, je reprends ce plan que je remets dans une perspective historique et géopolitique de très longue durée. Alors, je vais pas vous exposer le plan en détail, mais je vais m'arrêter juste au Proche-Orient. Oded Yenon nous explique donc qu'il faut activer des tensions intercommunautaires en Irak, en Syrie, en Égypte
et au Liban. Il parle aussi d'autres États. On va se concentrer sur l'Irak et la Syrie. Donc il nous dit qu'il faut créer 3 États en Irak, sunnites, chiites, kurdes. Ça vous rappelle certainement le plan dit néoconservateur de 2002. C'est le grand plan, le plan pour le Grand Moyen-Orient, qu'on attribue aux néoconservateurs, mais en réalité, ce plan néoconservateur n'est qu'une actualisation du plan israélien Oded Yinon. D'ailleurs, ce qu'il faut dire, et là c'est pas moi qui le dis, c'est John Mearsheimer et Stephen Walt, le noyau dur néoconservateur américain est juif. Voilà, que les choses soient claires. Après, il y a autour de ce noyau dur des chrétiens millénaristes, sionistes et tout ce qu'on veut. Donc l'Irak éclaté en 3 États, sunnites, chiites, kurdes, la Syrie éclatée en 4 États, alaouites, 2 États sunnites et un État kurde aussi. Druze. Donc non, il n'a pas évoqué Druze, il me semble pas. Hein. Non, mais en tout cas pas d'État chrétien, les chrétiens n'existent plus. Non, mais ça je l'ai évoqué dans la précédente conférence. Ça n'existe plus. Donc ce que nous dit Oded Yinon, c'est qu'on doit d'abord morceler tous ces États, y compris l'Égypte. Alors pour ce qui est de l'Égypte, il expliquait qu'il fallait faire monter les tensions entre coptes et musulmans pour faire éclater l'État égyptien, et ce qui provoquerait ainsi une sorte d'effet domino avec la chute de Kadhafi et le morcellement du Soudan, et ainsi de suite. Alors, pourquoi faire éclater ces États au Proche-Orient? Il l'explique très clairement. C'est pour faire d'Israël un État impérial régional. Et étant donné que ces tensions intercommunautaires sur lesquelles misait Oded Yinon ne pouvaient pas, apparaître du jour au lendemain, malgré l'action de certains services, notamment au Liban, pour monter les chrétiens contre les musulmans et les musulmans contre les chrétiens, ça n'avait pas fonctionné. C'est là qu'ils sont passés à l'étape pratique du plan. Ce sont les guerres d'Afghanistan, puis d'Irak, puis les guerres civiles de Libye et de Syrie pour faire éclater ces États. Alors, on a vu ce qui s'est passé, on a fait éclater l'État irakien, on y a implanté des groupes terroristes pour exacerber les tensions entre sunnites et chiites, puis on a mis à la tête de l'Irak des chiites corrompus pro-américains qui ont persécuté, ou appelez ça comme vous voulez, les sunnites pour augmenter encore les tensions entre sunnites et chiites. Puis si vous vous souvenez bien, début 2014, Daesh n'a pu s'implanter en Irak et s'étendre qu'après que l'armée de l'État chiite sous pilotage américain se soit retirée. L'armée irakienne n'a pas combattu Daesh, ils se sont retirés, ils leur ont laissé le terrain. Et c'est à partir de là que Daesh s'est implanté et qu'il a constitué son État à cheval sur la Syrie et l'Irak. Mais ce qui est intéressant, c'est que quelques mois avant l'émergence de Daesh tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc à cheval sur la Syrie et l'Irak, il y a eu le 28 septembre 2013, dans le journal New York Times, le journal américain New York Times, une nouvelle carte du Proche-Orient qui s'appelait « Comment faire de 5 pays 14 États ». Et lorsque vous regardez cette carte, notamment l'Irak et la Syrie, vous avez un État qui s'appelle le Sunnistan, qui est à cheval sur l'Irak et la Syrie. Et si vous regardez, donc depuis 2014, même actuellement, les zones contrôlées plus ou moins par Daesh, eh bien, vous avez précisément ce Sunnistan. Ça correspond parfaitement. Donc, on voit que l'émergence de Daesh correspond à un plan israélien actualisé et réactualisé. La carte... Mais tu n'es pas en train de nous faire un peu du complotisme, là? Si. Madame Najat Vallaud-Belkacem m'a dit que c'était affreux et que les jeunes gens étaient totalement perturbés, que les classes ne fonctionnaient plus à cause de conspirationnistes
Comme toi. Tel que moi. Mais le problème, c'est que... J'ai dit toi, j'ai pas dit moi. Je ne suis pas conspirationniste. Le problème, c'est Pire que ça. le problème, c'est que tous ces plans sont étayés de manière ponctuelle par des documents. Et quand on voit l'article du New York Times, la carte du New York Times et le Daesh actuel, on se dit que oui, il y a un plan mûrement réfléchi. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les plans ne fonctionnent jamais tout à fait comme prévu. C'est pour ça qu'il faut les actualiser. Il y a eu le plan Odedinon, puis il y a eu le plan néoconservateur de 2002 qui a actualisé. Donc on s'adapte à la réalité nouvelle. Et on a eu le nouveau plan publié par le New York Times qui s'est encore une fois adapté. Donc maintenant, la situation a légèrement évolué parce que moi, ce que je pensais depuis le départ et ce que je pense toujours, ce que j'ai écrit et dit d'ailleurs publiquement, c'est que Daesh est là pour faire le travail pour Israël. Quel est ce travail? C'est faire sauter les verrous qui empêchent l'expansion de l'État d'Israël. Parce que le but final de cet État qui ne s'est pas encore en fait accompli est de s'étendre, donc, comme tout le monde le sait aujourd'hui, du Nil à l'Euphrate. Or, il y a des verrous. Et les guerres successives d'Irak, puis les guerres civiles, ont eu pour but de faire sauter ces verrous. Mais Israël rencontre toujours et encore deux problèmes fondamentaux. C'est son verrou nord, qui s'appelle le Hezbollah, et son deuxième verrou, qui est l'État syrien. Et si l'on voit les buts de guerre de Daesh, alors là, ça va à l'encontre de toutes les analyses des géostratèges et autres sociologues spécialistes du monde musulman, c'est qu'en réalité, Daesh est en train de faire, comme je le disais, le travail pour Israël, affaiblir le Hezbollah et détruire l'État irakien, en fait l'État syrien, en fait les deux en même temps. Et à défaut de le faire, ce que je pense, c'est que Daesh essaye de repousser au moins vers le nord l'armée syrienne pour la découpler du Hezbollah, pour ensuite affaiblir les forces et permettre une expansion, ou au moins permettre à l'État d'Israël d'attaquer ses ennemis les uns après les autres et non pas en même temps. Donc voilà la situation telle qu'elle se présentait jusqu'à l'intervention russe qui a légèrement modifié la donne parce que lourdement même. Oui, pas tout à fait, parce que le but de l'intervention russe, comme je le disais début octobre, dès après le début de l'intervention, le but de la Russie n'était pas au départ d'éliminer Daesh. Ce que voulait faire la Russie, et ce qu'elle a réussi à faire aujourd'hui, donc on voit les premiers résultats, c'est desserrer l'étau qu'il y avait autour de l'armée syrienne. Ça a pris énormément de temps parce que Daesh et l'armée syrienne libre et Al-Nosra, etc., se sont très bien implantés en Syrie, à tel point qu'on a trouvé des tunnels. On a eu des témoignages en Syrie même, des tunnels qui faisaient entre 8 et 15 étages. Sur 30 km de long, mais à Damas même, à quelques kilomètres, 2-3 kilomètres du centre de Damas. Donc des ennemis très très difficiles à déloger. Et c'est pour ça que la Russie n'a pas attaqué dans un premier temps Daesh en Irak. Ce n'était pas et ce n'est toujours pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, l'État syrien, enfin l'armée syrienne commence à souffler, c'est-à-dire qu'elle peut maintenant avancer sur le terrain et reconquérir des villes qu'elle avait perdues. Donc voilà pour le bilan actuel. Maintenant, pour en revenir à la stratégie finale de Daesh, il y a plusieurs objectifs. Alors il y a un objectif, c'est de finir ce qu'avait commencé le wahhabisme au XVIIIe siècle, puis le réformisme islamique, c'était de détruire l'islam de l'intérieur, et plus encore aujourd'hui avec Daesh, c'est de
démolir l'image de l'islam vis-à-vis des populations occidentales pour justifier à terme une très large confrontation géopolitique sous couvert de choc des civilisations. Et ça, je l'ai déjà expliqué lors de la dernière conférence et je ne vais pas rentrer dans ces détails. Maintenant, je me pose une question, je n'ai pas encore la réponse. Je me dis, je me demande si Daesh, à terme, à défaut de faire tomber l'État syrien et le Hezbollah, ne pourrait être tourné, envoyé contre l'État saoudien, parce que l'on sait qu'il est dans le plan des Israéliens, dans le plan des Dinones, de faire éclater l'Arabie saoudite en plusieurs États, c'est-à-dire revenir à une Arabie du XVIIIe siècle, d'avant la conquête des Saoudo-Wahhabites. Donc on peut se poser cette question. Et la question que je me pose, la question qui me vient naturellement, si l'État saoudien tombe, qu'adviendra-t-il du wahhabisme? C'est une question que je me pose. Parce qu'à partir du moment où le wahhabisme, qui était alimenté par les pétrodollars, se voit, coupé de son alimentation principale, c'est-à-dire les pétrodollars saoudo-wahhabites. Mais il restera le Qatar. Oui, mais dans un contexte, paye les mosquées dans nos banlieues. Dans un contexte d'éclatement de l'Arabie saoudite, j'imagine que le Qatar disparaîtra aussi dans la foulée. C'est ce que j'imagine. Maintenant, on pourra se poser la question, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que historiquement et sur le plan politique, je pense que l'idéologie ne peut pas être découplée de la structure et des structures étatiques. Si la structure principale du wahhabisme s'effondre, qu'adviendra-t-il du wahhabisme? Ça, c'est une question qui reste en suspens et qu'il faut se poser, qu'on ne s'est peut-être pas encore posé. Donc, je terminerai là-dessus et je vous laisse poser les questions pour peut-être approfondir et affiner le propos.